Je suis venue volontiers d'abord parce que je connaissais bien évidemment l'institut. Je savais ce qui se passait ici, ce qui se déroulait et effectivement, ça résonne en moi pour plein de raisons. Alors d'abord mon histoire juste, parce qu'il y a une histoire. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une histoire, celle de Laurette, ma princesse, qui, du jour au lendemain, c'était notre petit rayon de soleil, heu, une petite princesse qui rentrait dans aucun moule, qui était la deuxième d'une fratrie et qui promettait beaucoup, beaucoup pour la suite. Elle avait 20 ans, plein de rêves comme on les a à 20 ans et du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, cette fatigue qu'elle ne nommait pas, qu'elle disait: «Ouais, mais c'est parce que je sors trop peut-être, parce que je danse trop, parce que», s'affichait sur son visage et je voyais bien que ma fille n'avait plus du tout ni le même comportement, ni rien. Donc ça a été sur un espace de 3 semaines. Je me disais: «Bon, il y a quelque chose qui se passe». Oui, il y avait quelque chose qui se passait effectivement et du jour au lendemain, cette chose qui se passait a été dévoilée et on m'apprenait d'abord dans un premier temps, à la suite d'examens, qu'elle avait une leucémie. Ça a été, une leucémie foudroyante, et du jour au lendemain, il fallait qu'on se retrouve ailleurs que ce départ qu'on préparait pour partir en vacances en Corse. Donc de la Corse, on n'avait rien vu. On est parti directement à l'hôpital Saint-Louis. Puisqu'on nous a dit c'était là j'ai mis bon, dans ma famille des médecins qui m'ont dit: «C'est là-bas qu'il faut l'emmener» et puis tout a été très vite. D'abord dans le fait que la vie s'arrêtait soudain, enfin celle qu'on avait imaginée et qu'on arrivait dans un univers, froid, dur, incompréhensible, heu et qu'on allait devoir y rester. Alors je le savais plus que Laurette qui, en arrivant à l'hôpital, ne savait pas ce qu'elle avait. Parce que ça a été très rapide et que je ne pouvais pas lui dire entre le chemin de chez moi et l'hôpital Saint-Louis. Voilà, donc on est arrivé à l'hôpital, on nous a, gentiment mis dans une chambre froide, moche, pas attirante du tout et là j'avais la boule que peut avoir une maman qui emmène son enfant, dans un lieu, difficile. Voilà et de là, tout va vite. On l'est reçu par un jeune médecin, un interne absolument adorable, petit fou amoureux de Laurette d'ailleurs. Il y avait un jeu très drôle, c'était super et ça devrait exister dans tous les services d'ailleurs. Et puis, le moment où le médecin, la médecin de l'époque vient dans la chambre, n'a pas très décidé, très, et j'ai senti le danger. Je me suis assise, sur le lit, en prenant Laurette dans les bras et j'ai senti que ça allait être une bombe. Effectivement, elle lui dit: «Bonjour Laurette, tu connais ta maladie?» J'invente rien et elle dit: «Bah, non, non, je suis venue pour faire des examens, je sais pas, Eh bien Laurette, tu as une leucémie aiguë myéloblastique» et elle s'en va. Imaginez le choc de l'annonce faite à une jeune fille de 20 ans ou peu importe l'âge d'ailleurs et là, je prends ma fille me frappe, se débat, pleure, hurle et je mesure la souffrance. J'aurais tellement voulu que ce soit à moi que ça arrive et elle me dit: «Tu m'as menti, tu le savais». Non, non, je ne savais pas. Voilà, là, j'ai menti en disant que je ne le savais pas et à partir de là, bah, c'était le chemin du parcours du combattant. Là, on a vu un autre grand médecin, le professeur De Gauss, que vous devez connaître de nom, fantastique, qui est venu après et il a fallu qu'on rentre dans dans notre tête que ça allait devoir être et c'est ce que j'ai dit à Laurette tout de suite: «OK, on est là pour un petit peu de temps, c'était pas prévu, c'est l'imprévisible, mais on va se préparer à ce qui va nous arriver» et très vite, j'ai compris que ce lieu allait être notre maison et ça devait devenir notre maison et j'ai compris que le personnel soignant, les infirmières, personnel de salle et autres, devaient être notre famille. Alors je fais un petit raccourci parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais je me suis dit, «On est dans une chambre moche, triste, avec, la première chambre n'avait pas la vue sur le parc, il faisait beau dehors, il faisait soleil, mais c'était vraiment pas terrible à l'intérieur, quoi. Si ce n'est les sourires des soignants qui étaient là. Voilà et à partir de là, Laurette, la rebelle, parce que c'était vraiment une rebelle, a compris on allait faire ce parcours ensemble,
parce que c'est ensemble qu'on doit faire un parcours. C'est la famille entière qui est malade et non pas le malade tout seul. C'est une famille entière et là, il y a beaucoup à faire parce que la maladie fait peur. C'est souvent là que les couples, se dispersent. Malheureusement, c'est 4 couples sur 5 qui explosent et j'en ai fait les frais. Je m'y J'étais tellement loin d'imaginer qu'après 37 ans de vie, presque 40 d'ailleurs, on pouvait en arriver à ça et je le comprends mieux maintenant, mais on pourra revenir là-dessus après et ben, voilà, on a instauré des choses, on a décoré la chambre déjà. C'était rien de le dire et puis très, très vite, elle a été après la première cure de chimio qui était très forte, on a été en stérile. Ce qui l'a pas empêché d'attraper d'ailleurs des champignons qui n'ont pas arrangé, la suite des traitements. Mais en fait, j'ai compris qu'il y avait des anomalies, il y avait des choses pas logiques, quoi. Autour de cette souffrance, les médecins faisaient leur travail magnifiquement bien, les infirmières encore mieux, parce qu'elles sont, divines, qu'elles sont, les infirmières, parce qu'on avait plus d'infirmières que d'infirmiers, hein. Il y en avait qu'un seul et puis le reste voulait pas. Elle le trouvait pas sympa. En fait, elle a fait un peu son tri, la loi. Mais ça, je trouve ça très bien parce que je trouve que les médecins et les infirmières devraient correspondre, aux patients. Vraiment, non mais c'est vrai et je trouve que ça colle bien. J'ai un respect total pour les soignantes, les soignants, vraiment un immense respect parce que c'est pas un métier facile, c'est un engagement extraordinaire. Je ne dirai jamais assez merci à tous ces soignants qui, s'occupent de nos amours, de nos proches. Et puis, alors voilà, première chimio, paf, deuxième chimio et puis comme elle était chimio-résistante de toute façon, parce qu'elle était vraiment rebelle jusqu'au bout, ça a été vraiment un parcours du combattant. Donc je passe, tout ce qui sont les soins, l'attachement qui s'est fait, la complicité qu'il y a eu entre Laurette et les soignants jusqu'au moment où, elle demandera d'ailleurs à une soignante, à son infirmière préférée, parce qu'elle avait fait le choix, hein, elle avait vraiment écarté celle qu'elle n'aimait pas et pour garder celle qu'elle aimait bien. Et ils étaient suffisamment intelligents dans le service pour comprendre que c'était important pour la suite. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties. Chaque fois qu'on f de 2 mois, 1 mois, 2 mois, on a eu le droit de sortir. On n'est pas resté longtemps à la maison parce que, ben, il y avait rien qui allait bien à chaque fois. Mais on a construit notre maison là-bas et en fait, j'ai compris que pour qu'un patient, alors ça ne se fait pas partout, hein, pour qu'un patient soit bien dans son combat, eh bien, il fallait que, l'hôpital soit aussi. Alors, on avait encore la chance que ça existe à ce moment-là, il y a plus de 20 ans, parce que alors là, franchement, là, il y en a plus du tout. C'est un enfer et c'est là que, ce que vous faites, ce que vous êtes est important. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un patient va traîner autant de mois, d'années dans des centres, si difficiles, avec des maladies aussi lourdes, quel que soit le cancer, sans qu'il y ait une famille qui s'installe. Du soin, de l'amour, de l'attention, de la bienveillance et tout ça, avant, ça n'existait pas dans les hôpitaux. Tout devait être rapide, les médecins étaient à leur place, ils n'étaient pas là pour discuter, de la vie du patient, ils étaient là pour annoncer, pour dire voilà tel traitement et c'était l'infirmière en général qui apportait, ce qui devait être, modulable, voilà, ou entendu. Parce que quand on arrive, qu'on nous assène tous ces mots, tous ces gros mots qu'on ne connaît pas, on n'entend rien, on comprend rien. Il faut donc qu'on s'adapte, nous, famille, proches, fratrie, à ces discours, à ces manières de parler, à ce qui se dit qu'on ne comprend pas et on n'ose pas dire, «On n'a pas compris», d'où le rôle important des associations d'ailleurs, qui ont pris de plus en plus de place et de légitimité dans ces services. Et bon, malheureusement, l'issue est fatale jusqu'au bout. Il y avait quelque chose qui m'avait interpellée, qui était assez extraordinaire, c'est que quand on a alors on appelait la chambre froide, le lieu sordide, et là, j'avais vu les soignants de Lorette et les infirmières et les gens du service, les femmes du service qui étaient là et moi, je pensais que c'était vraiment que le lieu où on allait, l'horreur quoi, découvrir son enfant, mort et pas du tout. Au fond, très discrètement, je reconnaissais des têtes, des soignants qui avaient,
était proche de Lorette et je me disais: «Tiens, ça fait partie aussi du parcours». Donc je découvrais, j'étais très émue. Dans mon chagrin, j'étais très touchée, mais je ne l'ai jamais oublié et bah, tous ces soignants sont devenus ma famille et mes amis maintenant. Je fais de l'association et j'ai été interrogée beaucoup parce que, voilà, j'avais accès, aux médias beaucoup, parce que c'était mon métier. Enfin, c'était mon univers en tout cas et donc j'ai eu, beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant, vous savez, ça devient banal, hein, quand on leur demande des choses. J'ai eu, la chance d'avoir des espaces pour pouvoir dire ce qui n'allait pas, ce qui m'avait interpellée, ce qui manquait. Alors si c'était aujourd'hui ce qui manque, ce sera encore bien pire, parce que là maintenant ils écoutent plus, hein, ils s'en foutent, hein. C'est pas leur problème. Là, leur problème, c'est juste la politique, mais le reste, l'hôpital part vraiment, dans tous les sens et j'ai eu l'occasion de dire ma souffrance, l'annonce. Je dis: «Mais il y a pas un peu de délicatesse? Vous êtes pas formés?» Un jour, je parlais à un psy d'ailleurs du service, que je le connaissais pas celui-là, il était là. Enfin un psy, il pensait qu'il était psy. C'est un bien grand mot déjà et il avait annoncé un truc à ma fille, mais très mal et puis même mal parlé et je lui demandais si c'était en option, la psychanalyse dans son cursus et il m'a dit: «Ça va, mes parents sont psy, vous n'allez pas m'apprendre». Je dis: «Mais ça c'est pas héréditaire, hein». C'est donc pas héréditaire, donc déjà vous n'allez plus rentrer dans la chambre de ma fille, comme ça vous ne lui parlerez plus comme ça, vous passerez par moi, puis moi je dirai à ma fille ce que vous avez voulu lui dire. Donc voilà, c'était le seul, qui m'a bon donc finalement ça m'a aidé, ça m'a servi puisque ça m'a permis de faire bouger les lignes et Dieu sait qu'il y en avait quelques-unes à bouger avec l'annonce, avec le comportement qu'on peut avoir et aussi exiger que le comportement inverse existe aussi. C'est-à-dire le patient n'a pas tous les droits. Il se doit aussi d'être correct et de comprendre ce qu'est le soignant et ça m'a valu d'ailleurs un deuxième livre qui s'appelait «Derrière la blouse blanche» parce que quand j'ai commencé à mieux connaître toutes ces personnes qui sont devenues, des alliés dans mon combat, je me disais: «Mais en fait», me souvenant que ces gens étaient venus à la chambre froide, ce lieu que j'arrive jamais à prononcer tellement ça me fait froid dans le dos. Eh bien, je me disais: «En fait, il y a tout est à revoir et qui sont ces hommes et ces femmes derrière la blouse blanche?» En fait, ils ont des cœurs donc je les ai interviewés. J'en ai fait un bouquin et je m'apercevais qu'en fait, ça reste des papas, des mamans, des frères, des sœurs, qui font leur métier et qui doivent, quand ils ont eu, des parcours, des journées longues avec des enfants, avec, des ados, avec des adultes, parce que c'est vraiment 3 catégories différentes. On ne soigne pas un enfant comme on soigne un ado. Enfin, médicalement, oui, bien sûr, mais enfin, quoique c'est des traitements un peu différents. Mais l'approche n'est pas la même. Elle peut pas être la même avec un enfant, avec un ado qui est une tranche d'âge extrêmement difficile et un adulte ou un senior. En fait, dans les interviews que j'ai fait d'eux, j'ai découvert ce que je voulais comprendre. C'est qu'en fait, ben, on est tous des hommes et des femmes avec, une vie, avec des enfants, avec, des gens qu'on soigne et qui comptent dans la vie des soignants, logiquement. Et à une période du parcours, alors elle pesait, 30 kilogrammes à peine. Elle avait mal, elle avait donc à l'époque, la morphine, on ne la donnait pas comme ça, hein. C'était quelqu'un de l'extérieur qui venait considérer que peut-être il fallait donner de la morphine. Il fallait attendre que cette personne qui devait faire le tour des hôpitaux soit libre pour venir dans l'hôpital et pouvoir soulager votre enfant. Et c'était pas avant la guerre, hein, c'était il y a 20 ans, hein, un peu plus de 20 ans. Donc ça, c'est juste pas admissible et un jour, j'avais demandé si je pouvais faire venir, une kiné, enfin une quelqu'un que je connaissais qui faisait des massages absolument délicieux et si elle pouvait venir, on m'a dit: «Ah non, 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 pas du tout, c'est pas possible, pas possible». Bah, j'ai dit: «Si, ça va être possible justement. Est-ce que je vais la faire venir?» C'est-à-dire je vous demande l'autorisation, mais j'aurais pas bien dû lui dire: «C'est quelqu'un de ma famille, puis elle va venir faire un massage comme moi j'en faisais à ma fille». Donc je vous ai pas menti. Donc comme il savait que ça avait intérêt à être un peu carré parce que moi, j'avais accès aux médias très vite, donc je pouvais très, très bien donc il se méfiait toujours un petit peu, bien que je ne serais jamais permise de faire quoi que ce soit qui aille à l'encontre des soignants, même si certains l'auraient mérité et j'ai fait venir ces personnes et après j'avais une amie esthéticienne qui était très proche de Lorette, qui la connaissait bien et je voulais qu'elle vienne parce que Lorette, c'est tellement magnifique que et même magnifique sans ses cheveux, que j'avais envie qu'elle vienne lui faire des petites papilles. Donc là, j'ai évité de demander, l'autorisation parce qu'on m'aurait dit: «Ah non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible» et ça faisait un bien extraordinaire. Donc toutes ces soins,
toutes ces médecines parce que c'est médecine intégrative, mais ce sont des soins qui permettent surtout aux patients, de se retrouver, d'essayer de s'aimer davantage parce que c'est pas simple, d'être, un peu défiguré par la maladie. Moi, j'ai toujours prôné ça depuis le départ. Le sport, j'avais dit à Laurette, cette ancienne danseuse que je suis, je lui disais: «Il faut que tu bouges». Donc il y avait un vélo dans la chambre, mais moi je faisais faire des mouvements à Laurette, tout doucement évidemment, qui allait avec sa forme, mais elle était danseuse aussi, donc elle savait ce que ça voulait dire. Et je lui disais: «Plus tu vas bouger, plus tes plaquettes vont remonter». On avait trouvé un truc avec le médecin. C'est comme ces plaquettes étaient toujours par terre parce qu'il n'y avait pas de transfusion, parce qu'il n'y avait pas de donneur et parce que les plaquettes étaient complètement méconnues, donc si elles existent un jour, c'est vraiment grâce à l'association. Parce que quand on a parlé des plaquettes, on a joué avec ce mot pour que les gens, que les donneurs qui ne connaissaient pas les plaquettes, parce que l'EFS, Établissement français du sang, c'était inexistant, hein, c'était, après le sang contaminé en plus, heu donc on parlait du sang, mais on parlait pas des plaquettes, on parlait pas de la moelle osseuse, on parlait de rien, du plasma qui était indispensable dans le parcours des patients. Ce qui a valu quand même que ma fille attendait régulièrement ses plaquettes, qui n'arrivaient jamais. J'avais bien compris que ça mettait sa vie en danger et un jour, Laurette regardait par la fenêtre, elle avait changé de chambre, elle était donc sur l'hôpital Saint-Louis, qui est un joli parc et les plaquettes n'étaient pas là depuis un petit moment et elle me dit: «Maman, tu crois que tous ces gens savent qu'on a besoin d'eux?» Un déclic, une phrase, des mots que je n'oublierai jamais, donc que j'utilise beaucoup dans mes rencontres. Heu, je me demande s'ils savent les gens. On va le dire. Quand on sortira, m'a dit ma fille, on organisera une grande, marche, un truc, où on dira aux gens et aux jeunes en particulier, qu'on a besoin d'eux. Ça fait partie de mon combat. Ça a été le premier mouvement, la marche des plaquettes, la course des plaquettes, les journées des plaquettes et on s'amusait avec ça, hein. C'est pas des plaquettes de frein, c'est pas voilà, pour que les gens rentrent ça et aujourd'hui, si on n'en parle pas encore, toujours, des dons, parce que c'est nécessaire, puisqu'il y a de plus en plus d'opérations, de besoins et cetera, pas seulement pour les leucémies et bien, les donneurs sont pas au rendez-vous, quoi. Ils sont pas au rendez-vous. On a en plus un système, bien français qui fait que qui nous classe, qui nous déclasse surtout à tous les étages, de la recherche au reste. Mais là, il y a plus de sous, donc évidemment, il y a plus rien. Mais le malade, il est toujours là. J'ai fait il y a pas très longtemps pour une personne de ma famille, 3 jours pour une personne de 87 ans en urgence sur un brancard avec une fracture du bassin. Mais je l'ai su au bout de 2 jours seulement. C'est terrible. Donc tout ce qui a été, vécu dans mon histoire ou dans celle de Laurette, toute ma famille, évidemment, je l'ai porté et ce combat a commencé là-dessus, puis je me suis dit un jour: «Bon, on va pas parler des plaquettes tout le temps, on va surtout parler de la maladie. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qui nous manque? Comment pourraient peut-être se comporter les soignants?» Certains qui, n'ont pas tous les droits, mais qui surtout doivent être, en harmonie avec le patient, quel que soit le patient, qui parle pas bien français, qui comprenne pas tout, on doit être en harmonie et quand on est un savant, on utilise des mots savants. Moi, les mots des médecins, des soignants, je les connaissais pas, un petit peu parce que mon beau-père était médecin, mais je les connaissais pas dans la leucémie. Donc je me dis: «Mais ça doit faire partie du discours, du langage». Ce qui fait qu'on a fait des petits fascicules, on a fait beaucoup, beaucoup de choses qui permettent au patient d'être à sa place de patient et au soignant d'être aussi à sa place et de savoir que, quand le patient rentre, il ne sait pas quand il va ressortir. C'est des mois, des années, des maladies longues et il faut l'accompagner. Ensuite, quand on a la chance d'être patient, résistant et de pouvoir poursuivre sa vie, il y a tout ce qui se passe derrière. Donc l'association est née, elle a fait de grandes choses, elle en fait tous les jours avec, la constance qui est la nôtre, d'aller chercher des sous, vous connaissez bien ici, pour financer tout ce qui est à financer et nous sommes la première association à avoir eu à cœur de financer, tout ce que vous pratiquez ici et on me disait: «Non mais Stéphanie», je disais: «Mais si». Non, non, c'est pas non Stéphanie, c'est moi je suis, représentant des patients. Les patients, je parle pour les patients, je les entends, je les vois tous les jours, on les accompagne du début jusqu'à la fin. On accompagne les patients, on accompagne les familles, on accompagne la fratrie. Moi, les familles me disent,
Stéphanie, j'ai rien compris du tout à ce qu'on m'a raconté, surtout quand ils sont pas, forcément, adeptes de la langue française. Donc ça a mis du temps, mais ensuite, dans les services que nous connaissons bien, c'est nos familles, hein. Ils disent: «Bah, prenez contact avec l'association Nord-Africain». Ils savent qu'il y a une continuité et que nous, on peut accompagner les familles. Pas tout le monde dans mon association, parce que je dis toujours que je suis pas psy du tout, j'ai juste du bon sens et je me dis que quand on parle à quelqu'un qui vient de vivre un drame, on peut le faire si on a c'est pas la peine de dire: «Ah non, mais je sais ce que tu vis», si on l'a pas vécu. Ou par des rencontres, ou parce que, on connaît pas ce que c'est d'avoir perdu un enfant ou un proche ou son mari ou sa femme. Et comme j'ai été très marquée par des exemples aussi dans le service de femmes, si les patients n'ont pas le droit de correspondre entre eux, mais ils se parlent avec le en tapant sur le mur, en disant: «Comment ça va à côté et tout?» On entend vomir à côté. Ma fille disait: «Je veux jamais vomir, je veux jamais me vomir». Je dis: «Mais pourquoi?» Je dis: «Mais c'est pas grave, ça va te faire du bien». «Non, non, parce que l'autre à côté, elle vomit tout le temps et ça me fait mal», tout ça. Donc il y a forcément des échanges qui se font et nous, on n'a pas le droit en tant que parents de parler avec les autres parents. Je me suis pas privée de parler avec les autres parents d'ailleurs parce que ah bah, à l'époque, c'était interdit, hein. D'abord, il y avait pas de lieu pour se rencontrer. Nous, on en a créé plein partout pour que les parents puissent se parler aussi. Parce que je peux comprendre, c'est moi, je voyais passer une enfant qui était juste à côté de Laurette, une ado et qui était pas en très, très bon état, si je dois dire, mais enfin, en général, ils sont pas en très bon état. Et la maman, on se parlait, mais dans les couloirs parce qu'il y avait pas de lieu à part les toilettes, c'est là qu'on allait pleurer. Mais sinon, on n'avait pas de lieu, il fallait redescendre à la cafette et moi je bougeais pas trop parce que c'était des lieux très stériles, j'avais tellement peur de contaminer ma fille. Donc on se parlait dans les couloirs et ils n'aimaient pas parce qu'ils disaient après quand je leur ai demandé: «Pourquoi vous faites ça?» «Eh bien parce que si vous, ça va bien et que l'autre va pas bien, elle va vous dire, quelque chose qui va peut-être pas être compris par vous et cetera». Mais je dis: «Mais il faut pas nous prendre pour des neuneux quand même, on est capable de faire la part des choses». Oui, bien sûr, en plus, ça peut évidemment, bien sûr, moi, un jour, elle me dit je lui demande comment elle va, elle me dit: «Bah, ça y est, on va la mettre en fin de vie» parce que c'est violent pour moi, parce que moi, je connais rien non plus, je découvre, hein, tout. Et je me dis: «Elle est jeune quand même», voilà et donc on découvre l'hôpital, on découvre les choses et on découvre les choses qui sont mal faites. Mais pas de leur faute non plus, parce que les soignants, ils sont là, ils ont, tant d'heures, et encore, ils avaient moins d'heures que ceux de maintenant. Et ils font faire avec ce qu'ils ont. Donc ça, c'est que fondamentalement, il faut changer la face de ce monde et les choses ont évolué et la preuve, vous en êtes la preuve vivante. Les choses ont évolué aussi dans les services. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, apporté beaucoup, beaucoup de choses en art-thérapie, en soins, en tout, voilà et les médecins qui nous font confiance, qui savent aussi qu'on est des gens sérieux, ont ouvert leur esprit à ça. Pas tous encore, et je disais tout à l'heure, je sais pas qui, on avait créé, parce qu'un jour mon fils me vient me voir, il avait 9 ans quand Laurette était malade, qu'il a perdu sa sœur et il avait 12 ans. Bah, c'est après c'était un enfer parce que j'ai perdu, beaucoup de gens les uns derrière les autres. Ma fille, ma maman derrière, mon mari qui lâche le bateau, mon papa qui se pend, enfin tout ça les uns derrière les autres parce que tout le monde était, dans des chagrins monstrueux. Mais moi je croyais même pas que ça puisse arriver autant les uns derrière les autres. Donc d'un coup, ça vous met forcément dans une étape où vous allez vous poser des questions, beaucoup de questions et essayer d'y répondre. Et mon fils, un jour arrive, il avait, je sais pas, 10, 12 ans peut-être et il me dit pas bonjour et il me dit: «Je m'en voudrais toute ma vie de pas avoir sauvé ma sœur». Waouh! Au réveil, comme ça, c'est dur, c'est brut et je me dis: «Il y a un truc que j'ai pas bien fait, quoi». Et à l'époque, je lui avais dit quand il était venu à 9 ans, puis moi je savais rien non plus, j'étais juste une maman pleine d'amour. Et on a fait la prise de sang pour savoir s'il était compatible, lui et sa sœur qui était plus grande et ni l'un ni l'autre était compatible avec Laurette. Donc lui, il a accusé le coup, mais quand, j'ai dû lui dire qu'il ne l'était pas, je lui ai dit, comme une maman aurait dit: «Mais tu sais ton sang, le sang qu'on t'a prélevé, on lui a donné». Voilà, c'est le seul truc que j'ai pu dire parce que je savais rien du reste. Et voilà, Laurette, elle a ton sang. Parce que c'était sa première fois, lui, qu'il faisait un don et qu'il allait donner à sa sœur, donc c'est important. Forcément, dans sa tête de petit garçon, il voulait sauver sa sœur, mais il l'a pas sauvée, mais il en a pas parlé, parce que personne n'en avait parlé. Et après tous ces chocs, moi, je l'ai mis,
Je me suis dit: «Je y arriverai je pourrais pas y arriver, je vais en mettre à trouver quelqu'un, un psy qui puisse l'aider», parce que moi j'étais incapable, sauf à lui donner de l'amour et pourtant c'était ma priorité. Je me dis: «Il faut vraiment que lui, je lui sorte la tête de l'eau et qu'il se rende compte que la vie, ça peut être ça, mais c'est aussi plein d'autres choses». Qu'il fallait qu'il découvre la vie, qu'il continue sa petite vie de garçon et cetera. Mais c'est pas si simple que ça, évidemment que c'est pas simple et il fallait qu'en plus il se fasse tous les drames en même temps et j'ai compris d'ailleurs un jour que celui qui lui avait pesé le plus, c'était le départ de son père. Voilà et c'était le et tant qu'il a pas eu réglé ce problème-là, en fait, il allait pas bien. Le reste, il avait compris que c'était, douloureux, mais que c'était comme ça. Mais le départ de son père dans une traversée telle que celle-ci, il s'est dit: «Mais c'est quoi mon père, quoi?» Voilà, ça, c'était très difficile. Mais tout ça, il faut l'expliquer, il faut être très attentive. Et d'ailleurs, à cette occasion, après ça, je me suis dit: «Merde». Les gamins des patients qu'on suit me disent tout le temps: «Bah, leur gamin va pas bien, il est ci et ça». Je leur conseille, je leur dis: «Mais, c'est peut-être bien d'être accompagné». «Ah non, mais il veut pas du tout voir un psy, il veut pas en entendre parler». C'est des mots aussi qui peuvent faire la différence. Moi, le mien, il m'a dit au bout d'un an, quand il a réglé son problème avec son père, qui a bien voulu enfin y aller, parce que pendant tout ce temps-là, il avait abandonné. À partir de ce moment-là, quand il a pu régler les comptes, il m'a dit: «Je veux plus y aller, c'est fini». De toute façon, il me disait tout le temps: «Tu sais, tu peux m'y amener, hein, ça ne sert à rien, je parle pas. Je paye, mais je parle pas» et le psychanalyste était fantastique et il m'a dit: «Vous inquiétez pas, il entend bien». Ah, je dis: «J'espère parce que si en plus il entend pas, ça va être difficile la suite» et en fait, non, il a lâché quand il a eu sa réponse, là, celle qu'il attendait. Donc je crois que c'est et je le dis et je le redis tout le temps, quand on commence cette épreuve, je le dis aux familles qui nous contactent: «Prenez soin de votre famille, prenez soin de votre couple». Parce que moi, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit: «Ben, voilà, votre fille a une leucémie et faites attention à votre couple» et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte elle?» Mais c'est juste cette phrase: «Faites attention à votre couple». Ah ouais, excusez-moi, mais mon couple, ça va, il va bien, c'est pas mon couple qui est malade, c'est ma fille, quoi. Mais sans explication, bah, vous allez nulle part. Donc nous, on prend le soin et ce sont des choses que j'ai remontées souvent dans des rassemblements, médicaux, parler, expliquer pourquoi le couple, il va tanguer. Parce que ni l'un ni l'autre se comprend. Alors en plus, quand vous perdez l'enfant, c'est dramatique. Moi, j'ai besoin de me rouler dans les odeurs de ma fille. Mon mari, il a juste besoin de s'en éloigner, mais parce qu'il souffre, pas parce qu'il est un con plus que les autres, parce qu'il souffre. Mais ça, moi, je sais, je me dis évidemment, tout le monde souffre, la famille souffre, mais j'imagine pas comment ça se traduit dans sa tête à lui, parce que moi, je suis pas lui. Moi, je suis moi. Moi, je suis la louve. La douleur, je l'ai dans mon ventre, dans mes seins, je l'ai dans mon corps. Lui, il a dans sa tête, ailleurs, mais je peux pas mesurer ce que c'est. Mais si on l'explique pas ça, si on le dit pas, si on prend pas le temps de prendre soin aussi des familles, à l'hôpital ou dehors, en donnant, la possibilité justement d'aborder cette approche, eh ben, on part en sucette, pour pas dire en couille. On part en sucette parce que personne comprend l'autre. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est que mes enfants et mon fils surtout, parce que ma fille est grande, enfin, je crois qu'elle est grande, elle a fait sa vie, j'ai l'impression qu'elle va s'en sortir, mais pas du tout. En plus, ils ont très mal vécu l'un et l'autre l'association. Le fait que cette association prenne tellement d'ampleur très vite dans les médias et je mesure pas ça, à ce moment-là, que l'image de leur sœur devient un produit presque. Et j'ai mis un petit peu de temps, quand ma fille est née, à oser m'en parler parce qu'elle osait pas en me disant: «Je vais faire du mal à ma maman». Donc chacun dans la famille, partait, dans son coin. Moi avec mon fils sous le bras, ma fille avec son mari et son premier enfant et personne pouvait se dire les choses parce qu'on savait pas et qu'on avait peur de faire mal à l'autre. Moi, levée dans les affaires de ma fille, mon mari qui me dit: «Faut enlever toutes les photos». Je sais pas enlever les photos de ma fille, quoi. Mais maintenant je le comprends. Avant je me dis: «Il est fou». Et donc, bah, l'explosion va se faire alors que ça aurait jamais dû se faire. Jamais ça aurait dû se faire si on prend le temps d'expliquer. Donc, encore une fois, pour les soignants que vous êtes, c'est on parle à la famille, on la prend en compte et attention au mot «psy» parce que moi je m'aperçois que dans la tête, dans la grande majorité des gens, psy, ça fait peur. Psy, ça fait peur. Si on n'explique pas en fait,
Ça touche le psychisme, ça touche l'intime et c'est difficile. C'est très difficile. Moi, j'ai pas pu l'expliquer non plus à mon fils. Alors moi, je le connaissais déjà, j'avais des amis et je lui disais simplement: «Il faut que tu saches que c'est quelqu'un de confiance qui va t'écouter, qui va avoir des mots que moi j'aurais pas parce qu'on est en trop grande souffrance et que je moi, j'essayais de survivre, hein». J'avais juste une envie, c'était ou mourir aussi, d'autant qu'il m'a quand même fait vivre, mon petit Lustig, 2 ans compliqués, très, 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 très durs. Parce que moi, je me retrouvais toute seule avec mon fils à l'éduquer, à essayer de lui donner, des bonnes bases. Bah, c'est un enfer, hein, qui en plus devient ado. Là, c'est encore l'âge, compliqué. Donc tout ça, c'est important et il faut prendre en compte tout ça parce que c'est, quotidien pour les patients. Je connais pas de famille qui ne vivent pas tout ça sans douleur et même si on sait que c'est le patient qui est prioritaire, ben non, c'est une famille entière et avec des mots différents parce qu'on s'adresse pas à la maman comme au papa, donc il devrait y avoir tout le temps dans nos hôpitaux, dans ces soins qui sont extrêmement lourds et difficiles, il devrait y avoir toujours des accompagnements pour les familles, pour la fratrie, pour les proches aussi, les amis. Moi, j'ai des amis de Lorette qui m'écrivent tout le temps, qui me parlent, qui organisent tous les ans, mais ces amis d'enfance et ça me touche beaucoup. Ils font pas de vagues, mais régulièrement, ils me disent: «Stéphanie, on fait ça», parce qu'ils s'oublieront jamais Lorette, ils n'oublieront jamais. Donc on peut pas passer à côté. Les grands-parents, non, même ma mère, elle est morte de chagrin. Elle avait fait un infarctus avant, tout allait bien, elle est dans les a s'en était sortie. Le jour où elle sait que tout va bien, c'est sa petite fille qui part à l'hôpital. Elle s'en est jamais remise ma mère. Elle s'est dit sa petite fille qui souffre. Elle a 83 ans, elle dit: «On m'a sauvé moi alors qu'on sauve pas ma petite fille». Vous voyez, toutes ces personnes sont à des âges différents, fragiles et et parce qu'une fois qu'on discute, une fois qu'on dit les choses, même si elles ne sont pas toujours faciles, mais qu'on les dit avec, bienveillance, avec pas simplement: «Bon écoutez, on n'a pas le temps, mais on va vous expliquer», ça passe pas comme ça. Alors c'est bien, le rôle des associations est important, des associations sérieuses, hein, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y a de multiples associations. Il y a celles qui vont, soutenir les services, là où étaient, leurs enfants ou leurs proches. Puis des associations qui se sont, professionnalisées, des associations expertes, on va dire, dont nous faisons partie, avec, des formations, avec du temps passé, avec des bénévoles qui ont appris, ou parce qu'ils l'ont vécu, ou parce que simplement on leur a expliqué. On a la chance d'avoir, tous les médecins qui sont, représentés en hématologie, de l'écoute, des «cours» entre guillemets, en tout cas, les bonnes pratiques, les leurs, mais les nôtres. Celles qui viennent de parents, qui viennent de familles et qui ont compris aussi. Voilà, on associe le tout et on arrive plus facilement à accompagner des familles et à expliquer pourquoi cette traversée du désert est compliquée. Parce que rien n'est acquis. Voilà, c'est, un petit peu la référence des professeurs dans les écoles à qui on confie nos enfants et qui prennent pas le temps parce qu'ils n'en ont pas, les pauvres. Alors on dit: «Bon, on passe de ça à ça». «Non, non, mais j'ai pas le temps de te donner une explication, tu avances». Oui, mais qu'est-ce qu'on fait après des mômes qui aiment pas l'école, qui s'y intéressent pas et on a tous connu ça, hein, des profs, un prof extraordinaire qui va vous passionner dans une matière. Moi, c'est ce que je faisais, hein. Moi, le prof qui m'aimait pas, je faisais rien. Prof qui m'aimait, je travaillais. Là, c'est la même chose quand on se retrouve dans les passages difficiles de la vie. Donc c'est précieux, vous êtes, voilà, vous faites des métiers précieux qui nécessitent qu'on soit tous en phase et qu'on soit en harmonie. Voilà un bout de l'histoire. Pourquoi je suis venue? Ben, pour pour toutes ces raisons, parce que je crois que la parole, l'échange, on dit: «Je vais faire une conférence». Non, moi, j'appelle pas ça une conférence, en fait, j'appelle, des échanges, j'appelle du regard, j'appelle ce que je reçois de vous, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que j'entends pas verbalement, mais que je reçois, que je ressens parce que ça me renforce aussi. Faut pas croire qu'on se sépare d'un chagrin, même 20 ans après. C'est omniprésent et on doit cheminer avec, le rendre, vivant. Voilà, il y a toujours un moment où on doit réussir à rendre vivant celui qui est absent et c'est ce que je fais parce qu'il ne pourra jamais disparaître de mon cœur de maman.